pouvoir démarrer très rapidement. Nous vous prions de nous excuser pour ces problèmes techniques. I will read some announcements, however, though, to make sure everyone. Alors, en attendant, je vais vous lire quelques annonces pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Nous sommes sur la plateforme Kudo. Vous pouvez choisir la langue en bas à gauche de l'écran. Nous allons avoir des captures d'écran d'images qui seront diffusées sur notre chaîne YouTube. Pendant la période questions-réponses, si vous souhaitez poser une question, vous devez aller dans Demande de parole, Request to Speak. Donc, vous devez ainsi faire cette demande d'intervention pour qu'on puisse vous donner la parole. Et si vous avez l'intention d'intervenir en français, veuillez l'indiquer pour que chacun puisse avoir le temps de changer de canal. Nous vous recommandons d'utiliser des écouteurs avec un casque, avec un micro intégré, ce qui est très important pour qu'on vous entende bien et notamment pour l'interprétation. Car si vous n'utilisez pas de casque avec un micro intégré, il est très difficile pour les interprètes notamment de vous entendre et cela crée des différences de volume. De plus, si vous rencontrez des difficultés techniques pour ce qui est de participer à la réunion, donc sur le plan technique, vous devez rafraîchir la page. Et si vous n'arrivez pas à résoudre le problème ainsi, vous pouvez également quitter la session et ensuite vous enregistrer à nouveau. Les rapports pour la réunion sont disponibles à la rubrique documents que vous voyez à droite de l'écran. Vous pouvez trouver notamment l'ordre du jour de la réunion. Une fois que le rapporteur pourra prendre la parole, je pense que nous pourrons commencer la réunion. Phone or if the one will physically arrive. I've given her a few tips in the messaging tab. Okay. Interesting. And Laura, you were not able to find the USB input from the settings, huh? When you went to the microphone, there's no, is it? Donc, il faut vérifier tous les réglages. Bien, donc pour tous ceux qui arrivent à nous suivre et nous entendre, je vous indique que nous sommes en train de régler les derniers problèmes techniques puisqu'il y a des problèmes de volume pour notre rapporteur à partir du Portugal et nous sommes en train de vérifier les volumes également pour l'interprétation. Je vous demande un tout petit peu de patience et je vous en remercie par avance. You're still showing up to me as if you are muted. So
Are you sure the microphone button is blue? It's not red, it's blue? It's blue. All right. So let me just quickly share my screen and show you how to check your settings. Right under the X on Google Chrome, you have these three dots. Click on them. You go to Settings. Then under Settings, you have Privacy and Security. You have Site Settings. You have, Site Settings, Privacy and Security, Site Settings, Microphone. Make sure that Kudo is under the Allow list. And of course, here you can double check that it's the correct microphone that has been habilitated. So one more time, Laura, 3 vertical dots. Laura, may I interrupt? Bien, donc nous allons entamer la réunion avec Monsieur Loverdos. Donc si Monsieur Loverdos m'entend, il va pouvoir présenter Attila Mesterhazy pour qu'il puisse nous présenter son rapport sur le rôle des forces armées de l'OTAN face à la pandémie de Covid-19, en espérant que nous pourrons résoudre les problèmes de son de Lara Martineau. Si cela vous convient, nous allons procéder ainsi. Monsieur Loverdos, pouvez-vous demander la parole, s'il vous plaît, pour que vous puissiez démarrer la réunion? Nous allons donc démarrer. Chers collègues, bienvenue à cette toute première réunion de la Commission de la Défense et de la Sécurité qui se déroule par visioconférence. Malgré les circonstances très difficiles liées à cette pandémie du Covid-19, nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir poursuivre notre travail et j'en suis tout à fait ravie. Comme vous avez pu le voir sur l'ordre du jour, nous allons aujourd'hui examiner 2 de nos 4 rapports pour l'année 2020. Ces derniers mois ont été tout à fait sans précédent à beaucoup d'égards. Néanmoins, je suis ravie que nous puissions aujourd'hui nous réunir pour discuter de ces rapports. Et ceci étant dit, je voudrais maintenant déclarer la séance ouverte de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je commencerai par souhaiter la bienvenue à tous les membres de la Commission et je voudrais également saluer les membres des délégations associées qui participent à cette réunion. Et enfin, je voudrais exprimer ma gratitude au secrétariat international de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui nous a permis de nous adapter durant ces circonstances difficiles afin que nous puissions organiser la réunion d'aujourd'hui. Je vous signale déjà que nous aurons une autre réunion au mois de septembre pour examiner les 2 autres rapports. Le projet de rapport général de Cédric Perrin de la France sur les défis de la modernisation militaire de la Russie, ainsi que le projet de rapport de la sous-commission DSCTC de Jean-Charles Larsonneur de la France également sur la sécurité dans les Balkans occidentaux. Notre objectif sera de pouvoir examiner les versions définitives de tous nos rapports
lors de la session annuelle qui aura lieu à Athènes en Grèce au mois de novembre. Et j'en profite pour vous dire, chers collègues, que nous avons réussi à faire face à la pandémie du Covid-19 parce que nous avons écouté la voix des scientifiques et de la science. Et c'est ce que nous avons l'intention de continuer à faire dans les mois qui viennent. J'espère donc qu'il nous sera possible de nous retrouver tous ensemble pour cette session en novembre à Athènes. Je voudrais également vous rappeler que cette réunion va est enregistrée, comme M. Corbyn l'a indiqué, et l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube et le site web de l'Assemblée parlementaire. Nous avons donc 2 points à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. Tout d'abord, le projet de rapport de la sous-commission DSCFC, rédigé par Lara Martineau, l'initiative de renforcement des capacités de défense et des capacités de sécurité de l'OTAN, et puis un rapport spécial sur le rôle des forces armées de l'OTAN face à la pandémie de Covid-19, rédigé par le président de la sous-commission DCSTC, M. Attila Mesterazi. Ces 2 rapports se trouvent à la rubrique documents que vous voyez à l'écran. Vous pouvez donc les télécharger. Nous allons faire de notre mieux pour ne pas dépasser 2 heures de réunion et c'est pourquoi nous allons essayer d'être extrêmement disciplinés. Madame Martineau présentera son rapport. Et ensuite, nous aurons une discussion et nous procéderons de la même façon pour le second rapport. Je voudrais également demander à tous les membres de délégation qui ont des commentaires ou des suggestions de les envoyer par mail à Ethan Corbin, directeur de la commission. Et à titre de rappel, si vous souhaitez intervenir après la présentation des rapports, vous devez cliquer sur le bouton « Demande de parole » pour être ajouté à la liste des interventions. Vous pouvez le faire à tout moment. Donc, ceci nous amène au second point de notre ordre du jour. Je demande à la Commission si elle peut adopter le projet d'ordre du jour. Avez-vous des commentaires concernant le projet d'ordre du jour ? Donc, je ne vois pas d'objection, je ne vois pas d'autres propositions et c'est pourquoi nous considérons que l'ordre du jour est adopté et nous allons entendre le premier exposé. Comme je l'ai indiqué, le président de l'Assemblée, Attila Mesterazi, va nous présenter son rapport. Permettez-moi juste de retrouver le titre exact. Je vous ai présenté déjà ce rapport. Et je vous donne tout de suite la parole, Monsieur le Président, pour nous présenter votre rapport. Alors, nous sommes en train d'attendre que notre président se reconnecte. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Attila. Merci beaucoup Andreas. J'avais un problème de micro et j'ai dû donc intervenir pour pouvoir me reconnecter. Merci beaucoup de la possibilité de tenir cette réunion aujourd'hui. Merci à Ethan de tout son soutien et son aide. Je suis là dans mon rôle de rapporteur spécial. Vous avez entendu le titre de ce rapport qui est le rôle des forces armées de l'OTAN face à la pandémie de Covid-19. Chers collègues, c'est un grand plaisir d'être de nouveau avec vous aujourd'hui. J'ai été très heureux de voir que nous avons des niveaux de participation élevés dans les réunions des commissions ces dernières semaines. Ceci
témoigne de toutes les qualités de cette Assemblée, le fait que nous ayons pu nous adapter pour continuer à exécuter nos tâches de diplomatie parlementaire internationale sur les questions de sécurité transatlantique. Comme vous le savez, les 5 commissions de l'Assemblée parlementaire ont lancé des rapports spéciaux sur l'impact du coronavirus par rapport à leurs mandats respectifs. La Commission de la Défense et de la Sécurité, pour sa part, est en train d'examiner les mesures extraordinaires prises par les forces armées des pays alliés pour atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19. Comme le rapport l'indique, il s'agit essentiellement du résultat des actions décisives et rapides prises par les forces armées pour aider les institutions sanitaires, ce qui a permis de réduire l'impact et la propagation du virus et donc de sauver beaucoup de vies. À ce jour, l'OTAN a aidé avec la facilitation de centaines de missions de transport de personnel médical et d'approvisionnement, la mise en place d'hôpitaux de campagne et des réponses novatrices pour surmonter ce virus. La réponse générale a été organisée par le SACEUR de l'OTAN, le général Todd Walters, à partir du SHAPE. Néanmoins, les différents stocks d'équipements et les professionnels dans le domaine de la médecine sont venus de tous les pays alliés qui se sont aidés les uns les autres, ce qui était un témoignage formidable de solidarité. Il n'est pas surprenant que tous nos pays se soient tournés vers leurs forces armées pour faire face à la crise du Covid-19. Les forces militaires ont des capacités instinctives qui leur permettent de mener des opérations logistiques de grande échelle. Les militaires sont entraînés à travailler dans des conditions qui sont loin d'être idéales et avec beaucoup de souplesse. Les forces armées des pays alliés travaillent depuis le début de la crise sur toutes sortes de tâches, dont le transport d'urgence, d'approvisionnement de personnel, le rapatriement des civils, la désinfection d'espaces publics, les mesures de confinement et leur application, le contrôle des frontières et dans certains cas même la distribution d'eau et de produits alimentaires. Les missions de secours face au Covid-19 de l'OTAN ont bénéficié également de toute l'expérience du centre EADRCC et de l'agence NSPA de l'OTAN. Les programmes de transport stratégique de l'Alliance ont permis d'utiliser les transports, les avions de transport de cargo lourd, avec notamment le programme SAC qui permet à 10 pays alliés, 2 pays partenaires, d'opérer 3 C-17 à partir de la base aérienne de Papa dans mon pays, la Hongrie. L'Alliance a également activé l'initiative de mobilité aérienne rapide qui permet au SHAPE d'utiliser des indicatifs d'appels spéciaux pour accélérer la planification des vols et la gestion de l'espace aérien. L'Alliance a également pris les mesures nécessaires pour commencer une planification au cas où il y aurait une seconde vague et toute pandémie à venir. Il y a également de plus en plus d'équipements prépositionnés. Un fonds d'urgence a été mis en place pour aider aux acquisitions. Et il y a eu également activation du réseau scientifique de l'Alliance pour trouver des solutions novatrices afin de pouvoir assurer la détection du virus, améliorer la connaissance de la situation, travailler sur la décontamination, résilience et l'avenir post-Covid-19. Le rapport montre également le niveau élevé de préparation des forces de l'Alliance, malgré les craintes initiales que nous avions quant à l'impact du virus sur nos forces militaires. Ensemble, les alliés ont pris des mesures efficaces pour s'assurer que les forces soient protégées face au virus, avec des capacités de tests accrues, de nouveaux protocoles sur les bases et à bord des navires, ou la modification de la planification des exercices. Tout cela a bien fonctionné. Avec ces mesures, et en plus de tout ce qui a été mis en place depuis 2014, avec notamment l'initiative sur la réactivité, une NRF renforcée,
Il y a maintenant une présence accrue dans les territoires orientaux de l'Alliance, de la Baltique jusqu'à la mer Noire et la Méditerranée. Et ainsi, l'Alliance est de plus en plus à même de faire face aux défis sécuritaires. Ceci est très important au fur et à mesure que la concurrence stratégique avec la Russie et la Chine devient de plus en plus importante. Comme le rapport le montre, ces deux pays ont profité de la pandémie pour mettre à l'épreuve les alliés. Tout d'abord en faisant différentes tentatives pour déstabiliser les forces terrestres, aériennes et maritimes des pays alliés pour essayer de trouver les points faibles de façon très cynique. Ils ont profité de toutes les plateformes de communication pour faire de la désinformation concernant le Covid-19. À la fois l'OTAN et l'Union européenne ont été ciblés par cette désinformation de la part de Moscou et de Pékin. Il s'agit essentiellement de réécrire l'histoire concernant la pandémie. La Russie cherche à saper les perceptions concernant l'efficacité de l'Alliance à réagir et la Chine, pour sa part, essaye de se présenter comme n'étant pas le pays à l'origine de la pandémie, mais plutôt de se présenter comme le pays capable de gérer cette crise. Chacun de ces pays a tout fait pour montrer que les démocraties n'étaient pas à même de réagir en temps de crise. Ce rapport conclut en demandant aux pays de l'Alliance ainsi que les parlements de se pencher sur plusieurs recommandations essentielles. Tout d'abord, d'être sûr que les alliés continuent à travailler de concert pour projeter la force de nos systèmes démocratiques comme étant les moyens les plus efficaces pour répondre aux intérêts des populations. Deuxièmement, il s'agit de se concentrer pour trouver les modalités afin d'accroître l'autonomie, pas simplement en tant qu'allié particulier, mais en tant qu'alliance dans son ensemble. Cette autonomie est vraiment dans l'ADN de l'Alliance. Elle est inscrite dans l'article 3 du traité de Washington. Nous devons réduire notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs en termes de biens et de services. Une attention renouvelée vis-à-vis de tous les moyens de production qui permettent de rassembler des investissements nécessaires pour protéger les infrastructures critiques de l'Alliance d'investissements ou d'efforts d'investissement prédateurs venant d'acteurs extérieurs. Troisièmement, l'OTAN peut travailler encore plus pour accroître sa coopération avec l'Union européenne. Une coopération plus étroite avec l'Union européenne sera un moyen efficace afin d'endiguer ces campagnes de désinformation qui visent nos valeurs communes. C'est également la façon de poursuivre l'amélioration des mobilités militaires d'un bout à l'autre des territoires de l'Alliance, puisque ceci va rassembler les moyens juridiques, politiques, économiques afin de construire de nouvelles infrastructures et d'aligner les politiques bureaucratiques. Quatrièmement, les alliés doivent rester bien sûr concentrés sur le partage équitable des charges et des dépenses en matière de défense accrue. La pandémie a bien mis en relief le rôle essentiel pour les forces armées, le rôle qu'elles peuvent jouer pour appuyer les infrastructures civiles, afin également, il est nécessaire de nous aider les uns les autres et nos partenaires. Ceci a mis en relief le fait que les menaces sécuritaires internationales ne vont pas disparaître. Nous avons fait de grandes avancées lors des années récentes. Maintenant, le moment n'est pas venu d'écarter, de détourner notre attention des investissements de défense essentiels. Et finalement, le rapport insiste sur le rôle essentiel joué par l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, le rôle qu'elle pourrait avoir dans le groupe de réflexion également du secrétaire général qui tente de trouver des modalités afin d'accroître le rôle politique de l'Alliance. La pandémie a souligné l'importance parallèle qu'il y a d'avoir des forces militaires capables ainsi qu'une voix politique unie et forte. Le secrétaire général de l'OTAN a bien montré au cours des réunions, au cours du mois de février passé, que l'Assemblée parlementaire de l'OTAN est un acteur majeur dans ce processus. Les voix de nos parlements nationaux doivent être entendues. Tous les membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN doivent travailler pour aider à façonner et à renforcer la contribution de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN dans ce processus. Chers collègues, c'était juste un aperçu de mon rapport concernant un sujet critique pour l'Alliance et pour ses partenaires. Merci de votre attention vis-à-vis de cette question et j'attends toutes les questions que vous souhaitez me poser en la matière. Comme vous le savez, nous allons intégrer vos retours d'expérience dans le rapport alors que nous tentons d'étudier en profondeur le sujet avant une réunion pour la séance annuelle à Athènes au mois de novembre. Merci de votre attention. Eh bien, merci beaucoup. Je travaille avec Ethan Corbin,
Je suis Stephen Sachs, je suis directeur. Nous avons 2 questions à poser jusque-là, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Voulez-vous procéder par question ou prendre 2 questions ensemble? Les questions viennent du colonel Bob Stewart et de Alex Shelbrook du Royaume-Uni. Monsieur Loven, est-ce que vous voulez reprendre la parole? Il y a 2 noms. Le premier du Royaume-Uni, Bob Stewart, oui. Je crois qu'il serait bon d'entendre d'abord les 2 interventions. Et puis ensuite, il pourra y avoir une réponse commune. Alors, Bob Stewart, tout d'abord. Nous avons 4 questions. Je crois qu'il est bon d'entendre toutes ces questions en un seul et même tenant, et puis ensuite on donnera la parole au président de l'Assemblée qui donnera sa réponse. Donc je donne la parole à Monsieur Bob Stewart. Bob, vous avez la parole. Bonjour à tous, je suis heureux de vous revoir. Vous êtes bien différents sur l'écran. Certains ont maigri, certains ont grossi. Enfin, vous avez tous survécu, ce qui est fantastique. Lorsque je regarde ce rapport, une question me vient à l'esprit. Nous disons tous que l'OTAN travaille très bien pour que l'on s'appuie les uns les autres, mais ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu une opération coordonnée menée à partir de Mons par le SACEUR? Et est-ce que les pays ont dépassé les frontières nationales pour s'aider les uns les autres? Ce qui est le principe généralement de l'OTAN. Alors, c'est bien de dire tout a bien marché, mais est-ce que tout marche bien au sein des frontières nationales ou est-ce que vraiment certains des partenaires de l'OTAN ont dépassé les frontières de leur territoire pour aider d'autres partenaires de l'OTAN? Et j'espère que ça a été le cas, mais je ne sais pas, c'est la question que je vous pose. Merci. Monsieur Alex Shelbrook, allez-y. Je crois qu'il faut quelques instants pour qu'il apparaisse sur l'écran. Il n'est pas avec nous. Non, il faut un petit peu de temps pour que les intervenants arrivent sur l'écran. Bonjour à tous, je vais bien, merci. Alors, vous avez tous en forme, chers collègues, comme l'a dit Bob. Alors, j'aurais 2 questions à poser et puis une proposition. Alors, on a parlé des télécommunications, des réseaux 5G venant de la Chine et puis on a peur que la Chine impose la sécurité de nos communications. Est-ce qu'il faudra peut-être faire des ajustements avant l'Assemblée annuelle par rapport aux décisions que le Royaume-Uni a prises cette semaine et dans les 48 heures dernières précisément? De toute évidence, il y aura des conséquences par rapport aux agissements de la Chine. Je voulais juste souligner ce paragraphe en particulier parce qu'il faudra peut-être des actualisations. L'autre question par rapport au paragraphe 75, l'OTAN peut travailler beaucoup plus pour approfondir sa coopération avec l'Union européenne. Là, je reviens à ce que j'ai dit lors de la réunion de Bruxelles. L'OTAN n'a pas fait d'évaluation, d'après ce que je sais. L'Assemblée parlementaire n'a pas effectué d'évaluation quant à l'incidence de la PESCO. Et ceci me préoccupe parce que on veut se classer dans une génération d'acquisition, au sein d'une génération d'acquisition, mais il pourrait y avoir des failles quant à l'aptitude de déclencher une opération relevant de l'article 5. Parce que certains pays, par la Constitution, sont liés par rapport aux ressources nécessaires, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Donc, au 75, il faut reconnaître également qu'il ne s'agit pas d'une conversation aussi simple qu'avant.
Et l'Assemblée parlementaire doit vraiment avoir une conversation sérieuse quant à la façon, lorsqu'on a une coopération profonde avec l'Union européenne, comment ça va fonctionner, quels seront les accords en place en termes d'acquisition au sein de la PESCO, afin de déclencher une opération d'article 5 relevant de l'article 5 au besoin. Ensuite, nous avons M. Neil Dunn, prochain intervenant. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, excellent. Alors, je vais me pencher sur le côté pandémie dans le rapport. Il nous a fallu des mois pour déterminer que ça n'était pas une arme biologique. Et si ça avait été le cas, je crois qu'on aurait eu vraiment des faiblesses réelles en termes de vulnérabilité. Donc, je crois que l'OTAN devrait envisager une préparation en coopération pour une stratégie de défense globale face aux armes biologiques. Si ça avait été une arme biologique, je crois qu'on aurait été très vulnérable. Nous savons que certains de nos adversaires stratégiques sont engagés dans une recherche sur la guerre biologique. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse en tant que comité. Merci beaucoup. Nous avons maintenant la Turquie. Bonjour à tous. M'entendez-vous? Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci pour un rapport très bien préparé, très équilibré, venant du président. Merci. Je ne vais pas poser de questions, mais je vais recommander certaines choses par rapport au rapport et aux opérations liées à la pandémie. Et je voudrais qu'on exprime beaucoup plus la solidarité des alliés au cours de la pandémie. C'est extrêmement important pour les aspects militaires notamment. C'est extrêmement important sous le prisme politique, sous l'angle politique. Et c'est très important également pour la diplomatie publique. Nous savons que dans de nombreux pays, l'opinion publique n'était pas toujours informée de ce que faisaient les alliés de l'OTAN. Donc c'est une occasion rêvée de faire part de cette solidarité de l'Alliance, de l'OTAN, et il est donc très important de le faire pour la coopération et la coordination à venir. Merci beaucoup à nouveau pour un rapport extrêmement bien préparé et j'espère vous revoir à Athènes pour la réunion annuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la dernière question pour l'instant. Monsieur le Président Messarazi, est-ce que vous voulez répondre? Allez-y. Je crois que maintenant, mon micro est branché. Vous m'entendez tous? Très bien. Vous m'entendez tous? Tout d'abord, merci beaucoup pour les compliments, mais je crois qu'on peut renvoyer la balle à nos collègues du Royaume-Uni. Nous sommes heureux de voir qu'il y a également une vie en dehors de l'Union européenne. Donc, bienvenue à nouveau dans ce groupe de représentants. Nous sommes très heureux de vous voir, d'entendre votre voix et vos questions. Tout d'abord pour Bob, oui en effet, je pourrais répondre assez rapidement à vos deux questions. En effet, il y a des efforts de coordination conjoints coordonnés par les forces interalliées, par le SACEUR. Donc c'est un effort de coordination qui a été fait. Et puis la deuxième question est également un oui, parce qu'il y a eu beaucoup de pays entre les alliés, parmi les alliés,
Je crois que dans le rapport, on a donné la liste de la plupart des pays. Mais par exemple, mon pays a également aidé les partenaires ou les alliés de l'OTAN dans cette lutte contre la Covid-19. Ce que je peux remarquer, c'est que peut-être elle n'était pas très bien connue, cette politique vis-à-vis du public. Donc en termes de relations publiques, on n'a pas toujours été au courant des actions qui existaient véritablement largement entre les alliés de l'OTAN. On s'est concentré sur les bénéficiaires, le pays d'origine peut-être. Mais pour les deux questions, la réponse est oui. Et je voudrais poser une question concernant... Enfin, je crois que oui, on pourrait actualiser le rapport, parce que le rapport a été rédigé avant qu'il y ait une décision du gouvernement britannique. Donc, j'ai demandé à Eaton de donner suite à tout cela et de faire d'autres recherches à ce propos. Peut-être qu'on va ajouter quelques phrases, changer un petit peu le texte, le remanier, selon vos souhaits, pour apporter les modifications nécessaires concernant la 5G, par exemple. Le paragraphe 74 et 75, ces deux articles concernent en effet l'Union européenne. Il s'agit d'approfondir la coopération avec l'Union européenne. Le 75, eh bien, ce paragraphe parle de désinformation. Il se concentre principalement sur ce volet spécifique, parce que c'était une demande qui émanait de moi d'ailleurs, qu'il fallait mettre l'accent beaucoup plus sur ce qui s'est passé en termes de communication et également de désinformation au cours de la pandémie en ce qui concerne la partie russe et la partie chinoise. Donc c'est un aspect très important de cette pandémie. Il faut voir que la guerre hybride est toujours là. Et c'est pour cela que je voulais souligner ces différents points dans ce rapport. Mais quoi qu'il en soit, vos remarques sont tout à fait valables. Donc, il faut bien sûr améliorer ses capacités et voir comment approfondir la coopération avec l'Union européenne. Je crois que cela va même au-delà de cela. Cela va bien au-delà du périmètre de ce rapport. Mais peut-être que si vous avez des propositions pour préciser un peu plus le tout, pour améliorer le texte, je suis tout à fait disposée à entendre vos propositions, vos réflexions et vos idées. Neil a parlé des armes biologiques. Oui, ça c'est une idée très intéressante. Mais Stéphane me corrigera si j'ai tort. Je crois que nous avons déjà des rapports, au moins un rapport sur les armes biologiques et ce genre de modernisation du matériel militaire. Donc je crois qu'en effet, il faudrait ajouter quelque chose et suivre de près ce qu'a dit notre collègue à ce propos. Donc je demanderai au directeur peut-être d'ajouter cet aspect de la situation au rapport. Donc à chaque fois qu'on en parlera, je crois que de toute façon, ce sera une remarque très intéressante sur ce sujet. Alors merci beaucoup. Merci pour vos paroles aimables. Nous avons essayé d'être équilibrés et d'aller dans le détail parce que nous avons pensé que même entre les forces alliées et les États membres, peut-être, on n'était pas toujours nous-mêmes au courant de ce qui s'était passé au cours de la pandémie en ce qui concerne la coordination au sein de l'OTAN. C'est pour cela qu'on a voulu établir une liste des actions entreprises par l'OTAN au cours de la pandémie. Quelles étaient les nouvelles améliorations? Comment est-ce que l'OTAN est de plus en plus résiliente à cet égard? Et bien sûr, on a essayé de souligner la solidarité de l'Alliance. Vous avez raison. Il ne s'agit pas simplement du côté militaire ou du côté logistique. Lorsqu'on parle de solidarité, il y a également des aspects politiques. Donc, on voulait insister beaucoup plus sur ces aspects, mais si vous avez des idées exprimées, des phrases à proposer qu'on puisse ajouter, si vous pensez que vous seriez plus à l'aise si on ajoutait une phrase dans ce sens, moi je veux bien tenir compte de cette proposition.
Je pense donc que ce rapport et les rapports des autres comités sont très importants parce que ces rapports seront plus ou moins les premiers rapports qui pourraient être inclus dans un rapport général sur la pandémie Covid-19 en ce qui concerne la sécurité et les aspects militaires de ce problème. Donc je crois que ce sera certainement intéressant de voir comment c'est traité au sein de la commission économique, de la commission de défense ou dans les autres comités. Je vois que nous avons des rapports spéciaux très utiles en la matière, très intéressants. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire parce que vraiment, ce rapport doit être le plus complet possible. Merci de vos remarques. J'espère que j'ai répondu au moins, plus ou moins, à vos questions. Et je voudrais demander à Ethan s'il a des remarques peut-être, des idées, pour essayer d'ajouter tout cela au rapport afin qu'il soit plus complet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À titre d'information, outre la commission technologique, il y a également un rapport spécial sur la Covid et dans l'un des chapitres, on parle de la guerre biologique et du terrorisme biologique. C'est une menace évoquée. Ce sera actualisé pour la séance d'automne. Et je crois qu'on envisage également au sein de la commission technologique d'avoir un rapport sur la guerre biologique, le bioterrorisme l'année prochaine. Merci beaucoup. Monsieur le Président Alverdos, nous espérons que maintenant, nous allons pouvoir travailler avec Lara Martineau. Peut-être voulez-vous lui faire appel. For your presentation, and I think that in September. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre prochain intervenant, modératrice pour le rapport, va prendre la parole. Merci pour toutes les propositions qui ont été faites par les collègues et des différentes délégations à l'Assemblée parlementaire. Donc, Clara, tout va bien maintenant? Oui, vous m'entendez? Oui, bon, super. Donc, je vous donne la parole pour présenter votre rapport. À vous la parole. Merci beaucoup. Je regrette d'avoir eu quelques difficultés concernant mon micro, mais je pense que vous m'entendez désormais tout à fait comme il faut. J'aimerais donc commencer en remerciant Attila et en le saluant pour ce rapport très intéressant qu'il a préparé. Et merci également pour cette présentation. Mon rapport est au sujet de l'initiative de renforcement des capacités de défense et des capacités de sécurité s'y rapportant, donc de la DCB et de l'OTAN. Il est intéressant de voir comment ces éléments ont été pris en compte dans ces temps assez inhabituels. Comme vous le savez, cette année, la sous-commission DSCFC a décidé de se pencher sur l'initiative DCB de l'OTAN. Ce rapport devait être appéré à une mission de recueil d'informations en Géorgie, mais malheureusement, à cause de la Covid-19, notre sous-commission a dû repousser sa visite. Je sais que c'était très décevant pour un grand nombre d'entre vous, mais soyez convaincus que nous allons tout faire pour reprogrammer cette visite à l'avenir. J'espère bientôt. Nous allons voir. Donc le rapport de notre commission est le fruit de recherches et d'entretiens organisés avec des agents de l'OTAN directement impliqués dans l'initiative DCB. Je sais qu'il y a certainement plusieurs parlementaires d'États qui ont des programmes DCB avec l'OTAN qui participent à la réunion d'aujourd'hui. J'espère donc que vous allez être en mesure de partager vos avis et vos réflexions concernant le rapport avec nous, car je suis convaincu que vos contributions permettront d'obtenir un rapport encore meilleur et je serai très intéressé par ce que vous avez à dire au sujet du rapport. Chers collègues, comme vous le savez certainement, l'OTAN a une riche histoire quant à la collaboration avec des pays partenaires dans la réforme de leur secteur de sécurité. De manière générale, la collaboration de l'OTAN avec ses partenaires s'inscrit dans le cadre de la sécurité collaborative.
au sommet de 1990 à Londres, les alliés de l'OTAN ont pris une mesure importante et courageuse pour s'écarter de leur posture de défense de la guerre froide pour tendre la main en amitié à des anciens adversaires du pacte de Varsovie en Europe centrale et orientale. Ce geste courageux a fixé l'Alliance sur une voie de sécurité coopérative dynamique et de coopération dans ce sens, qui est toujours plus forte dans le cadre de cette défense de la défense collective de la réaction aux crises. La sécurité coopérative est identifiée comme l'une des principales tâches de l'Alliance, garantissant la paix et la sécurité. Le concept sous-tendant le travail des programmes de sécurité coopérative de l'OTAN est clair. Il cherche à renforcer la stabilité et la prospérité pour tous les participants en renforçant également la confiance. Les deux chocs de 2014 dans le voisinage proche de l'OTAN en Ukraine et ainsi qu'en Syrie et en Irak ont rendu clair qu'il y aurait de plus en plus de défis au-delà des frontières, mais tout de même proches des frontières de l'OTAN, et qui peut avoir des incidences sur la sécurité de l'Alliance. En conséquence, la décision des Alliés de revenir à la défense collective en tant que priorité a été jumelée à la réalisation que la sécurité coopérative devait faire partie et donc devait contribuer à la sécurité collective. Ainsi, 2014 a été interprété comme une opportunité, d'une certaine manière, puisque cela a permis de passer en revue et d'adapter les programmes de sécurité coopérative de l'OTAN afin de les transformer en éléments clés de la politique de la projection de la stabilité, de la sécurité à 360 degrés. Une expression importante de cet effort a été l'annonce au sommet de 2014 de l'OTAN au Pays de Galles d'une nouvelle initiative de renforcement capacitaire de défense bilatérale que l'on appelle l'initiative DCB. L'initiative DCB joue un rôle essentiel dans les travaux de sécurité coopérative avec les partenaires de l'Alliance. Le DCB, ou plutôt la DCB, a comme objectif de fournir une aide et un appui sur mesure pour le développement efficace des secteurs de sécurité et de défense des partenaires. L'OTAN nous a dit que le slogan du programme est « Un pays, un plan ». Comme vous l'avez compris, les partenariats des CB se concentrent sur la réforme du secteur de sécurité et de défense et les institutions qui appartiennent, en fournissant des avis au niveau stratégique pour cela, et contribue également au renforcement de la formation et de l'enseignement de ce genre de programme dans les pays. 2 paquets initiaux ont été consacrés à la Géorgie et à la Jordanie en 2014, lors du sommet de Pays de Galles. Encore d'autres pour la République du Moldova et l'Irak en 2015, et un paquet pour la Tunisie a été rajouté en 2018. Ces programmes sont financés par des fonds d'affectation spéciale DCB qui ont été créés en 2015 et auxquels les alliés peuvent contribuer sur base volontaire. Nous avons eu beaucoup de chance car pendant que nous faisions notre recherche pour ce rapport, nous avons pu travailler étroitement avec plusieurs agents de l'OTAN qui sont directement impliqués dans l'application des paquets DCB, la division opération et au siège de l'OTAN. Les informations qu'ils ont pu partager avec nous nous ont beaucoup aidé à compenser la possibilité de voyager afin de recueillir des informations de première main concernant ces paquets à cause de la Covid. Grâce à ces entretiens, ainsi qu'avec des travaux très poussés de recherche dans l'histoire et dans les efforts actuels de l'Alliance en matière de sécurité coopérative, nous avons pu formuler quelques recommandations clés. La première est le besoin d'afficher un appui politique fort pour les paquets DCB OTAN par les parlementaires de l'OTAN. Comme le rapport l'évoque,
les défis sécuritaires dans notre voisinage proche ont clairement démontré la capacité de peser sur la sécurité de l'Alliance. Des paquets d'appui sécuritaire stratégiques et efficaces dans ces régions permettront de réellement renforcer notre sécurité nationale. Deuxièmement, le rapport appelle les alliés à renforcer la transparence dans leur travail avec les agents de l'OTAN responsables des paquets DCB pour communiquer ce qu'ils font déjà au niveau bilatéral avec les pays hôtes. Il y a toute une série de raisons pour lesquelles l'OTAN, dans certains cas, n'a pas connaissance du type d'assistance sécuritaire bilatérale déjà présent dans certains pays alliés avec certains partenaires donnés et une évaluation réaliste du secteur de sécurité en devient plus difficile. Troisièmement, l'appui DCB OTAN devrait être perçu en tant que priorité pour les alliés. Une coopération sécuritaire précise et ciblée peut beaucoup renforcer les institutions de défense dans un pays qui peut ensuite avoir un effet clair sur les travaux de réforme gouvernementaux et peut atténuer les dégâts qui ont été créés par des pratiques liées à la corruption. Des partenaires renforcés dans les régions stratégiques autour de l'Alliance permettront de renforcer la sécurité de l'Alliance. Quatrièmement, le rapport identifie également des appuis clés qui doivent se poursuivre pour les 5 pays qui bénéficient actuellement de paquets DCB OTAN. Pour ce qui est du paquet avec la Géorgie, nous devons poursuivre l'encouragement de ces liens et de la coopération à tous les niveaux. Au-delà du secteur de la sécurité, par exemple, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN devrait poursuivre son travail en collaboration étroite avec nos collègues géorgiens, et notamment donc avec le Parlement géorgien, afin de favoriser le processus de renforcement des institutions démocratiques qui permettra de renforcer le pays. Le rapport défend également la piste de l'inclusion et de l'appui à la Jordanie, à la Tunisie, ainsi qu'à l'Irak. Ces 3 pays sont en période de transition critique et nous avons vu comment nous avons un appui à l'armée en Jordanie, mais le rapport appelle également à plus d'appui et d'inclusion pour l'Irak et la Tunisie. Dans notre travaux d'appui à ces pays pour qu'ils puissent construire des institutions de défense nationaux renforcées, nous n'allons que contribuer à la prospérité et à la stabilité à long terme. Enfin, le rapport appelle les alliés également à renforcer nos liens avec le Moldova tout en respectant le désir du pays de rester neutre. Le Moldova fait toujours face à des défis sécuritaires, économiques et politiques domestiques, nationaux, et les alliés devraient donc rester des partenaires fidèles pour les aider sur ce chemin. Chers collègues, voilà donc un résumé de mon rapport sur un sujet critique pour l'Alliance et ses partenaires. Merci de m'avoir écouté et je me réjouis déjà d'avance de toutes questions que vous pourriez souhaiter me communiquer. Nous allons bien sûr prendre en compte vos réactions dans le rapport tout en poursuivant nos recherches et peaufinant le rapport en préparant la séance annuelle à Athènes en novembre, nous espérons. Merci beaucoup. Il y a une demande de parole de notre secrétaire général, Roxandra Popa. Oui, bonjour l'ensemble des députés, membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité. Bonjour Lara. Bonjour à tous. Je voulais prendre la parole par rapport à ce rapport puisque j'estime que le rapport nous permet d'apporter une contribution majeure, même pour ceux qui connaissent bien l'OTAN. Il est souvent difficile de bien comprendre quelles sont les initiatives qui existent et que l'OTAN
mise en place pour les partenaires. Donc, il a été très utile de se concentrer sur cette initiative-ci, et donc notamment sur l'initiative de renforcement des capacités de défense, puisqu'elle touche directement au travail d'appui de l'OTAN pour ses partenaires. Et c'est réellement un exemple de réussite dans le cadre des partenariats, comme vous le soulignez à juste titre dans le rapport. Je dirais également que c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent aux députés et aussi à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN dans son ensemble. Nous avons participé dès les premiers jours aux travaux de sensibilisation et de travail avec les parlements de l'ancien bloc soviétique, et aussi pour tout ce qui est lié au contrôle parlementaire. Et donc, c'est peut-être un commentaire ou une proposition que je ferai par rapport à votre rapport. Je sais que vous parlez à des collègues au siège de l'OTAN concernant la manière dont l'Assemblée parlementaire pourrait plus fortement appuyer l'initiative des CB. Et je trouve qu'il faudrait favoriser ces échanges, parce que nous avons déjà constaté que certains documents de l'OTAN évoquent l'Assemblée, et puis nous découvrons que ce n'est pas parce qu'il y a une discussion structurée avec l'OTAN que le Conseil interparlementaire OTAN-Géorgie doit appuyer le fonds d'affectation spéciale ou le paquet Géorgie. On l'entend par hasard. Et donc il est très important d'avoir ces échanges avec le siège de l'OTAN afin d'essayer d'obtenir une compréhension plus structurée de la manière dont l'Assemblée peut appuyer ses travaux. Et alors que j'ai la parole, et puisque c'est la dernière réunion de commission en ligne, Monsieur le Président, je voulais simplement en profiter pour féliciter l'ensemble des présidents de commission ainsi que l'ensemble des rapporteurs pour l'excellent travail et les excellentes réunions que nous avons pu organiser ces dernières semaines. Il est réjouissant de voir l'Assemblée se retrouver et relancer ses travaux, étant donné les événements. Donc, félicitations au président et aux rapporteurs pour ces excellents travaux. Et enfin, je voulais également saluer mon prédécesseur, l'ancien secrétaire général de l'Assemblée, David Hobbs, qui est des nôtres, et je sais qu'il a participé à plusieurs de nos réunions de commission en tant qu'observateur. Donc, voilà, je voulais le saluer, et sur ce, je vais m'arrêter. Merci. Merci beaucoup. Donc, il n'y a apparemment aucune autre demande d'intervention. Monsieur le Président, peut-être pourriez-vous donner la parole à Lara Martineau pour sa réponse. Très bien, tout à fait. J'aimerais également vous communiquer quelques informations officielles de mon pays parce que ce sont des informations quand même générales, mais je voulais signaler que nous essayons de faire face à la pandémie, mais en même temps, nous devons faire face aux conséquences économiques. Et en même temps, nous devons respecter tous nos engagements pour les projets de sécurité et de défense, afin de surmonter tous les défis économiques. Et il faut maintenir tous nos financements pour des projets de matériel militaire, alors que de l'autre côté, nous avons toutes sortes de demandes de notre peuple, de nos concitoyens. Nos concitoyens sont extrêmement exigeants et nous demandent énormément. Nous devons prendre tous ces éléments en compte et en fin de compte, d'ici la fin de l'année, il faudra que l'on puisse dire que nous avons réussi. Nous ne pouvons pas avoir un nouveau confinement. C'est impossible. Donc, il faudra bien entendu respecter et suivre les avis d'experts et de chercheurs, mais en même temps, il faut aussi prendre en compte l'aspect économique. L'expérience de mon pays est très difficile et dure. J'imagine que c'est le cas pour le vôtre aussi. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup de matière à discussion lors de notre prochaine réunion en septembre. Voilà. Et, Monsieur le Président, en attendant, il y a eu une autre demande d'Alec Shelbrooke du Royaume-Uni. Ah oui, j'ai vu, effectivement. Monsieur Shelbrooke, à vous la parole.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, bon. Bonjour Lara. Par contre, dit le président, dit Monsieur Sachs, on ne vous entend pas bien. Merci d'avoir déplacé votre micro. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Bon, bah super. Merci Lara pour ce rapport qui est excellent. J'ai juste un petit commentaire concernant le paragraphe 79, dans lequel on parle de l'inclusion renforcée de la Jordanie, qui est très important par rapport à ce que l'on fait. Et donc, je voulais simplement en parler parce que, bien entendu, la Jordanie a des préoccupations par rapport au plan de M. Trump, par rapport à un accord israélo-palestinien, et que la Jordanie aurait beaucoup de mal à appuyer ce plan et sont sous beaucoup de pression. Nous avons aussi vu tous les efforts faits par la Jordanie, tout le travail qui sont faits pour appuyer les réfugiés de Syrie, des enfants qui auraient constitué une génération perdue s'ils n'avaient pas eu accès à la scolarisation là-bas. Et il y a eu bien sûr aussi les difficultés liées à la Covid. Et donc il faut effectivement à tout prix avoir ces partenariats et que nous puissions avancer parce que, ne serait-ce que par rapport à la Jordanie, il y a des questions qui n'ont pas été évoquées dans ce rapport, à juste titre, puisque ce n'est pas le meilleur endroit pour cela, mais il faut renforcer l'inclusion de la Jordanie et reconnaître certaines des pressions qui sont exercées sur la Jordanie, notamment à cause de certains de nos alliés. Lara Martino, do you want to reply? Alors, Lara, souhaitez-vous répondre? Oui, eh bien, merci beaucoup pour tous ces commentaires et ces questions. Tout d'abord, en réponse à ce qui a été dit par Ruxandra, effectivement, c'est une question très importante. Nous travaillons avec la division opération pour essayer de structurer cette relation avec l'Assemblée parlementaire. Et nous espérons qu'après la fin de la pandémie, nous aurons davantage d'informations sur cette relation et la façon de l'améliorer. Je pense que nous pourrions en faire davantage à l'Assemblée parlementaire concernant ces 5 pays, donc il faut y travailler. Et pour ce qui est de ce qui a été dit par Andreas Loverdos, la façon dont la pandémie a frappé le Portugal, je voudrais dire que l'économie portugaise est aussi très fortement atteinte. Nous étions déjà dans une crise et nous étions juste en train de reprendre notre souffle et la pandémie a frappé. Mais ce qui était clair pour tous les Portugais, c'était l'importance du rôle qui pouvait être joué par les militaires, par nos forces armées, pour faire face à cette pandémie. À travers l'ensemble du pays, nos militaires ont vraiment fait un travail fantastique et tous ceux qui pensaient que nos forces armées ne jouaient pas un rôle essentiel, eh bien maintenant cette opinion a changé. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant à observer ici au Portugal. De Porto jusqu'en Algarve, à travers l'ensemble du pays, nous voyons que nous avons eu besoin de nos militaires et qu'ils ont joué un rôle fantastique. Donc je voulais le souligner parce que c'était frappant ici au Portugal. Sur ce qui a été dit par Alec concernant la Géorgie, oui, tout à fait d'accord. Ils ont énormément de défis. Quand nous nous sommes rendus en Géorgie, nous avons vu tous ces défis auxquels ils sont confrontés et les différents impacts que nous pouvons avoir sur la Géorgie. Je crois qu'il faut sans doute étoffer le rapport dans ce sens pour refléter le défi auquel la Géorgie est confrontée. Donc merci beaucoup pour vos contributions et vos questions.
Bien, je ne vois pas d'autres demandes d'intervention à ce stade. Monsieur le Président. Oui, nous avons un autre point, le point 5 de notre ordre du jour, qui est un point important. Je voudrais parler du départ de 2 membres de la délégation américaine qui vont nous quitter cette année. Et je voudrais donc reconnaître tous les efforts qu'ils ont accomplis au cours des années. Les représentants Paul Cook et John Shimkus, je vous remercie vraiment de votre présence, vos contributions au sein de cette assemblée qui ont été très utiles et nous allons vous regretter. Nous vous souhaitons bonne chance dans la poursuite de vos activités. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions diverses que vous souhaitez évoquer. Je ne vois pas de demande de parole. Alors j'en viens au point 6, la date et le lieu de la prochaine réunion. J'aimerais vous rappeler que la commission va se réunir en ligne à nouveau en septembre. Ce sera l'occasion d'examiner les 2 autres projets de rapport, comme je l'avais indiqué en début de réunion. Le secrétariat vous contactera pour vous donner davantage d'informations un petit peu plus proche de la date et je me réjouis de vous voir tous à ce nouveau. Pour ce qui est de mes remarques de conclusion, nous allons pouvoir clore cette réunion de la Commission de défense et de sécurité. Et avant cela, je voudrais remercier tous les membres de leur participation constructive aux travaux d'aujourd'hui. Au nom de l'ensemble de la Commission, je voudrais également exprimer nos remerciements aux interprètes qui ont fait un très bon travail. Merci aussi au directeur de la Commission, Ethan Corbin, et au coordonnateur de la commission, Jay Lee Rishen, qui ont également fait beaucoup d'efforts pour que la réunion puisse se tenir. Je voudrais remercier tous les membres qui ont pris le temps, malgré leur agenda occupé, pour pouvoir participer à cette discussion. Attila, Lara, merci de vos rapports. Et je voudrais simplement vous rappeler que Monsieur Corbyn attend nos commentaires, nos contributions pour pouvoir travailler avec Attila et Lara en vue de finaliser les versions définitives des rapports. Donc, merci pour tout cela à vous tous. Je vous souhaite à tous de très bons congés d'été. Bonnes vacances à tous. Yes. Yes.